On continue avec la percussion, où l'examinateur applique la main doigt écarté suivant les espaces intercostaux. Tandis qu'avec un mouvement du poignet de la main dominante, il percute avec l'index et le médiane, le médius de la main appliquée sur le thorax. Cette percussion se fera de façon comparative des deux côtés, en arrière et en avant du thorax. La valeur sémiologique est très limitée chez une personne obèse ou avec une corpulence musculaire très importante. Le tympanisme, et on définit à la fin de cette percussion le tympanisme, qui est un son de longue durée suite à une interposition d'air entre la paroi et le poumon, le pneumothorax. Il faut le différencier avec une hypersonorité, sans atteindre le tympanisme, qui est constaté lors d'une crise d'asthme par exemple, ou chez l'emphysémateux. La matite est constatée lorsque l'air alvéolaire est remplacé par un exsudat dans une pneumonie. La matite sera corrélée à l'importance de la condensation et devient une matite de bois dont l'épanchement liquidien et définit ainsi son niveau. On passe à la dernière phase de l'examen physique en pneumologie qui est l'auscultation. Au cours de l'auscultation pulmonaire, on définit les sons normaux et des sons anormaux. Dans les sons normaux, il y a deux sons. Le son trachéal, qui est un son tubulaire non musical produit par la turbulence de l'air au niveau du pharynx, du larynx et de la trachée. Il est utilisé surtout dans l'analyse de la ventilation pendant le sommeil. Deuxième chose, les murmures vésiculaires. C'est un son de caractère léger, non musical, audible surtout en inspiration, produit par la turbulence de l'air dans les voies aériennes lobaires et segmentaires. La valeur sémiologique, c'est surtout de définir les souffles tubaires et les souffles pleuritiques, qui sont produits par une transmission et une filtration anormale à travers des tissus pulmonaires condensés. Ils ressemblent au bruit trachéal, mais entendu en périphérie du poumon. La diminution du murmure vésiculaire au niveau des deux champs pulmonaires se voit par exemple dans l'asthme ou dans les bronchopneumopathies chroniques obstructives et constitue ainsi un bon signe de mauvaise distribution de la ventilation. On peut constater aussi une diminution localisée du murmure vésiculaire au cours du pneumothorax, du pleurésie, ou s'il y a une masse pleurale ou intrathoracique. Et on passe aux sons anormaux, là où il y a les sons continus, discontinus et les sons de catégorie indéfinie. Les sons continus, on commence par les râles sibilants. Les sibilants, c'est un son musical, surtout expiratoire, entendu typiquement dans l'asthme et dans les bronchopneumopathies chroniques obstructives, produit suite à une vibration conjointe des parois bronchiques et du gaz intrabronchique dans les voies aériennes supérieures à 2 mm de diamètre. Et dans les parois, son apposition. C'est un signe spécifique d'obstruction bronchique spontanée. Parfois, il est induit au cours du test, par exemple, à la métacholine, et qui peut être absent dans les obstructions bronchiques trop sévères. Les râles ronflants ou les rhoncus c'est un son musical, surtout expiratoire, de tonalité plus grave que les sibilants et qui est perçu typiquement dans les bronchites chroniques et aussi dans l'asthme, et qui est dû à une rupture de film liquide et vibrations conjointes des parois bronchiques et du gaz intrabronchique dans les voies aériennes centrales. Le stridor, c'est un son musical produit par l'obstruction des voies aériennes supérieures. Et si cette obstruction est extrathoracique, en général, le stridor est inspiratoire. Et si cette obstruction est intrathoracique, de type variable, le stridor en général il est expiratoire. Et si cette obstruction est de type fixe, secondaire à une tumeur ou une cicatrice intra- ou extrathoracique, le stridor il est biphasique. Deuxième catégorie, les sons discontinus. C'est les râles. Et on définit les râles crépitants de fin d'inspiration qui sont de durée brève, apparition du milieu vers la fin de l'inspiration, où il augmente en nombre et en intensité. Les râles crépitants de fin d'inspiration ne sont pas affectés par la toux. Ils sont affectés par le changement de position. Et il n'y a pas de transmission vers la bouche.
Le crépitant correspond à l'ouverture brutale à l'inspiration d'une branche périphérique fermée à l'expiration précédente, présent dans les maladies interstitielles et du parenchyme pulmonaire, au cours de la fibrose interstitielle idiopathique, au cours de l'asbestose, et qui est rare au cours de la sarcoïdose. Et ils sont caractérisés par une apparition précoce dans l'insuffisance cardiaque. Les râles crépitants de mi-inspiration, ou ce qu'on appelle les râles sous-crépitants, de tonalité plus grave que celle des râles crépitants de fin d'inspiration. Elle apparaît au milieu de l'inspiration et en expiration. Il respecte le début et la fin de l'inspiration et qui sont affectés par la toux et qui sont transmis vers la bouche. C'est ça la différence. Et qui sont dus au passage du bolus de gaz à travers des voies aériennes qui s'ouvrent et qui se ferment de façon intermittente, dû à la présence de sécrétions et à la faiblesse du support bronchique, c'est une paroi qui est flasque, ou à des plaies de la muqueuse qui est inflammée. Et ils traduisent une hypersécrétion bronchique et peuvent être présents dans la bronchite chronique, et ils sont souvent nombreux dans la bronchictasie, dilatation de bronche. Et enfin, les crépitants de fin d'inspiration, ils sont caractéristiques d'une obstruction sévère, ils sont produits dans les branches proximales, ils sont habituellement transmis à la bouche et entendus à une ou au niveau des deux bases pulmonaires. Et ils ne sont pas modifiés par la toux et les changements de position. Et on termine par les sons de catégorie indéfinie. Le frottement pleural, chez l'homme, les plèvres pariétales et viscérales glissent silencieusement l'une sur l'autre. Chez le sujet malade, la plèvre viscérale peut devenir rugueuse. Son frottement sur la plèvre pariétale produit un son identifié comme frottement pleural. Pour des raisons physiologiques, le frottement pleural est pratiquement confiné aux zones pulmonaires basales et axillaires, étant virtuellement inaudible dans les zones apicales. En général, le frottement pleural est bien perçu dans les deux phases du cycle respiratoire, mais peut être confiné à l'inspiration. L'épanchement pleural peut modifier ou éliminer le frottement pleural. Plus fréquemment rencontré dans l'inflammation et dans les néoplasies de la plèvre. Et il faut faire la différence entre un frottement pleural et un frottement péricardique dans le premier, qui est persistant, qui n'est pas persistant, et le deuxième, il est persistant et qui n'est pas affecté par l'apnée. Et on termine par le skok, c'est un son musical bref qui apparaît du milieu vers la fin de l'inspiration, souvent accompagné de râles, étant parfois précédé par un des deux. Produit suite à l'oscillation des parois des voies aériennes ou s'ouvrant sur des zones pulmonaires dégonflées qui resteraient en apposition suffisamment lentement pour osciller sous l'action du flux inspiratoire. C'est typique des maladies interstitielles pulmonaires, en particulier l'alvéolite allergique extrinsèque.